Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée hors du commun, mais on est très heureux de l'avoir reçue parce qu'on a appris énormément de choses. Donc, je vous avertis tout de suite, il faut que vous vous prépariez à ouvrir vos cerveaux. On a eu une conversation extrêmement inspirante avec notre invité. On a parlé beaucoup des différents profils de l'humain qui sont impliqués dans les organisations, comment on réussit à s'adapter pour avoir des changements dans les organisations. Et un point à souligner important qu'on va voir, c'est plus on se connaît, plus on connaît les autres et plus on réussit à travailler ensemble pour des succès de transformation numérique. Donc, c'est vraiment un sujet très intéressant qui est un peu en dehors de notre expertise et c'est pour ça que nous, on l'a trouvé très enrichissant. On vient comprendre comment l'humain impacte tout type de changement, mais surtout comment utiliser l'humain pour réussir une transformation numérique. Donc, joignez-vous à nous pour ce beau podcast, mais surtout, ouvrez vos cerveaux pour en apprendre une panoplie. La mission du Gym numérique est d'offrir du contenu scientifique vulgarisé accessible aux entreprises en lien avec leur transformation numérique. Ce contenu a pour objectif de vous aider à bien vous orienter et ainsi augmenter vos chances de succès. Nous ajoutons maintenant en complément à notre chaîne YouTube des balados afin d'échanger avec des gens du terrain et du domaine académique. Et ce pour approfondir vos connaissances de la transformation numérique et vous offrir des conseils privilégiés. Nous sommes Jonathan Simard et Marie Charbonneau-Genet et nous vous souhaitons la bienvenue. Bonne écoute! Nous accueillons aujourd'hui Marie-Lie B. Desrochers, fondatrice et présidente de Coefficient RH. Donc, ayant navigué professionnellement dans le secteur privé, communautaire et gouvernemental, Marie-Lie possède une expérience variée dans plusieurs secteurs. Depuis maintenant 20 ans, sa curiosité intellectuelle lui a permis de contribuer en s'impliquant dans le domaine de la gouvernance, de l'éthique, de la psychologie, ainsi qu'au développement du leadership et de l'innovation. À la tête d'une entreprise, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, mère de 3 enfants et impliquée sur 4 conseils d'administration, Marie-Lie est avant tout une entrepreneure. Elle se fait un devoir de partager les meilleures pratiques à ses clients. On la reconnaît surtout pour sa recherche de solutions dans l'action. Elle ne fait rien pour rien, elle vise des résultats et apprécie particulièrement dépasser les objectifs. Son leadership en est un d'expertise et de structure. Elle utilise sa créativité et sa capacité d'innovation pour élever le potentiel humain partout sur son passage. Donc, bienvenue parmi nous, Marie-Lie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On a très hâte au podcast d'aujourd'hui parce que ça va nous sortir un peu de notre habitude, dans notre expertise. Mais on en parlait juste avant de se connecter. Ça va être grandiose, on le sait déjà. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on voulait parler un peu plus de ta compagnie, Coefficient RH, que tu as lancée en 2015 suite à un constat qu'il y avait trop peu de talents qui sont déployés à leur plein potentiel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Coefficient RH? C'est quoi sa mission? Puis comment vous vous démarquez sur le marché? Oui. Coefficient RH, oui, est né en 2015. En fait, je suis tombée quelques années plus tôt en amour avec des outils psychométriques. Et c'est là où je dis, OK, attends un peu, là, il y a vraiment quelque chose. Donc, on a contacté un lab de recherche et développement sur le cerveau qui travaille à préparer les outils et on leur a proposé d'amener ces outils-là au Québec, donc de les traduire en français canadien. On a travaillé sur une traduction pendant 2 ans. Ensuite, on est allé en études de marché pendant environ 2 ans. Donc, nos activités ont principalement commencé en 2019. Okay. Notre mission, connecter les humains pour un monde du travail meilleur. Chez Coefficient RH, évidemment, on est une équipe diversifiée en termes de profil. Donc, on a voulu avoir une mission qui rassemblait tout le monde. Mais à la base, là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des données psychométriques, non pas juste des rapports, mais des données psychométriques pour positionner les humains dans le bon endroit, bon environnement et dans les meilleures pratiques RH. Génial. Puis, tu m'avais parlé la dernière fois que c'était vraiment de rendre accessibles ces données-là à une plus grande échelle. Est-ce que ça vous démarque du marché de faire une approche un peu plus basée sur les données que les autres? Mais c'est tellement une bonne question. Puis, dès nos débuts, on s'est questionné. Évidemment, nous, on adore là, les données psychométriques. Puis, on s'est questionné en disant, bien, si une entreprise nous appelle en disant, voudrais-tu faire un projet RH sans données? Qu'est-ce qu'on dit? On répondrait.
Aujourd'hui, c'est très clair. En fait, on ne fait rien sans données psychométriques. OK. On ne fait aucun projet sans appui scientifique. Donc oui, on travaille avec des données psychométriques. On a monté même des sondages. En fait, on a 3 grands départements chez Coefficient RH. Donc, on fait du recrutement intelligent. On a un département de rémunération et gestion de performance. Et on a un département de coaching et développement. OK. En tout point, on travaille avec des données. Donc, par exemple, même la rémunération, qu'on parle de rémunération globale, mais on veut comprendre les intérêts, les motivations des gens pour être en mesure d'émettre des recommandations précises sur mesure sur ce qui va leur convenir. Mon Dieu. Hey, on est ailleurs. J'ai plein de questions. Puis, tu sais, normalement, nous, on discute beaucoup dans notre domaine de l'inverse, de dire, ben, on veut mettre la technologie, la donnée au service de l'humain. Mais là, on parle de données au sujet de l'humain. Puis, je trouve que c'est... Moi, j'ai plein de questions. Je suis prête. On va continuer à avancer. Je ne sais pas si, Mais non, on se lance tout de suite. En fait, là, une des premières questions, puis on en a discuté un peu dans la préparation. Tu sais, évidemment, on avait parlé du mot changement tout à l'heure. Là. Est-ce que les employés qui font peut-être l'objet de ces tests-là, est-ce qu'il y a une façon de les approcher? Puis généralement, de quelle façon c'est reçu par les gens dans une entreprise où il y a une démarche qui est mise en œuvre? Là? Quelle bonne question. Je vais répondre en 2 temps parce que, sincèrement, ça a évolué dans les dernières années. Mais au départ, on a un blog sur le sujet. On faisait référence, on dirait qu'on les scannait, puis là, c'était comme s'ils passaient une évaluation. On n'est pas dans une évaluation. On ne porte aucun jugement sur des bons ou des mauvais profils. Il n'y en a pas de mauvais profils. Peut-être que tu n'es peut-être pas à la bonne chaise. Fait que ça, on pourrait échanger là-dessus, mais normalement, on va même le voir si tu n'es pas à la bonne chaise dans tes résultats. Puis l'idée étant de travailler, évidemment, nous, dans nos valeurs, on a l'éthique professionnelle. Donc, on travaille en toute transparence. Ce qui veut dire, on est hyper soucieux de l'utilisation des données personnelles. Quand je dis transparence, c'est pas qu'on va les partager, mais à l'avance, on va dire, bien, écoute, Jonathan, on t'invite à répondre à un questionnaire. Voici les personnes qui vont avoir accès aux résultats. OK. Et très souvent, dans nos façons de faire, seul l'employé aura l'entièreté de ses résultats. OK. Et nous, on va utiliser, en fait, les résultats de manière collective pour bien comprendre une équipe. Donc, oui, la personne, puis on veut la remercier d'avoir répondu à des questionnaires, entre autres. Donc, oui, l'employé peut recevoir son rapport individuel, mais nous, on va aller prendre les données pour en créer des données collectives. OK. Donc, les gens sont, en fait, leurs données personnelles sont rendues mixées avec l'ensemble. Et ça nous permet justement d'avoir des mappings sur une entreprise complète et des sous-équipes ou des départements. OK. Puis à ce moment-là, en fait, là, je vois 2 axes de questions. Puis, tu sais, la première qui m'intéresse moi, personnellement, en tant qu'employé, par exemple, ou quelqu'un qui aurait participé à une démarche comme ça, c'est quoi le genre de résultat qu'on obtient de ce test-là? Puis à quel point c'est... je pourrais, ou quelqu'un qui a fait ça, pourrait trouver ça révélateur sur sa personnalité? Puis, on pourrait aller dans le détail. On travaille avec 5 niveaux de science. Okay. Donc, selon le projet de transformation numérique, on va choisir des niveaux de science, l'idée étant que ce soit pertinent. Okay. Mais pour l'employé, en fait, qui répond à un fameux questionnaire, on va quand même bien exposer c'est quoi les sciences. J'aurais le goût de donner un exemple tiré de mon background professionnel. Oui, absolument. Jadis, je travaillais dans une organisation et on avait fait un test de couleur. Oui, Okay? Bon. Oui. Donc, moi, il y avait une couleur qui s'était révélée assez dominante dans mon profil. Et on était précurseur de la SAQ. On avait nos noms dans le corridor avec une pastille de couleur à côté. Okay? C'est génial. Donc, les gens, en fait, entraient dans mon bureau puis ils modifiaient leur communication pour répondre à ma couleur. Bon. Sincèrement, oui, c'était génial. J'ai même aimé à cette époque. Somme toute, je ne suis pas qu'une couleur. Non, c'est ça. Non. L'humain est tellement complexe. Bon, là, j'espère que les gens vont le sentir. Moi, c'est ma passion, la complexité humaine. Moi, j'appelle ça la beauté humaine, c'est la complexité humaine. Ouais. L'humain, c'est complexe.
Donc, on prend soin de bien exposer c'est quoi la science ou le niveau de science pour qui les gens répondent à un questionnaire. Puis ensuite, c'est là où, nous, en tout temps, là, on donne accès à une formation en ligne qui est à peu près 45 minutes où les gens peuvent apprécier leurs résultats. Une fois que si quelqu'un a, nous, c'est notre règle d'or, là, si quelqu'un doute de son résultat, dit hey, ça, c'est vraiment pas moi. Le plus important, c'est qu'il nous appelle. Okay? Il n'y a aucun frais. Les gens nous appellent Marie-Lie, je doute de mon résultat. Si après notre conversation, la personne doute toujours, parce que des fois, ça peut être une question de mots. Les mots sont les pires imbroglios. Là, on va en reparler avec le cerveau humain. Alors que les chiffres, non. Avec une quantité, c'est plus facile de bien se comprendre qu'une qualité qu'on peut émettre. Et c'est là où nous, on va remettre un autre questionnaire à la personne en toute gratuité. OK. Nous, ce qu'on souhaite, puis j'ai aimé, Maud, nous, notre mission, oui, c'est connecter les humains, mais à partir d'une compréhension de soi et des autres. Ce qui fait en sorte que notre mission, c'est de rendre accessible un savoir scientifique sur l'humain. Puis moi, j'ai fait un test similaire aussi dans le passé. Là, on appelait ça le test des couleurs aussi. Là. Puis il nous donnait des blocs Lego. Il y a 4 couleurs. Puis là, moi, je l'ai encore. Des fois, je le mets sur le coin de mon bureau. Puis, puis il y avait une étiquette là, pour chaque couleur. Là. Puis je trouvais ça le fun parce que ça disait... Ça aidait peut-être des fois à interagir avec les autres. Et aussi, puis je ne sais pas si vous avez ça dans votre test, mais moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. C'est qu'il y avait une facette qui disait « Voici qui tu es et voici qui tu penses être ». Puis là, je trouvais ça intéressant de comparer les deux et de dire « Voici ce que tu penses que tu révèles aux autres. » Puis voici qui tu es vraiment. Fait que je ne sais pas si c'est une facette que vous avez on de peut votre même, côté. nous, ajouter la connotation comment les gens te perçoivent. Oh. Et c'est là où, des fois, les gens nous appellent et disent « Non, moi, là, c'est impossible qu'ils me perçoivent comme ça. » Oui, bien, quand tu agis comme ça, et tu sais, quand on parle de complexité humaine dans les relations, c'est fascinant à quel point on suppose des choses. Oui. On donne des intentions. Oui, c'est ça. Ah, elle a dit ça parce qu'elle pense ça. Ah, on sait bien, elle veut pas. Elle n'a rien dit à la dernière rencontre. Ça ne l'intéresse pas. Ou elle veut bâcler le projet. Bien non, pas nécessairement. Mais je peux nommer, entre autres, un de nos conseils les plus populaires chez Coefficient RH, populaire étant pas limitatif. Quand on fait un projet chez un client, on mentionne tout le temps, à partir d'aujourd'hui, on arrête de traiter les autres comme nous, on aimerait être traités. Okay? Ça, là, c'est la base en gestion du changement, gestion de transformation numérique. On comprend qu'on a tous des bonnes intentions, puis que ce n'est pas ce qu'on a appris. T'sais, moi, ma grand-mère a dit traite les autres comme tu aimerais être traité. Mais oui, mais c'est l'envers de l'empathie. Oui, parce que ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'eux aimeraient être traités. Effectivement. Puis c'est là où, ben si je traite les autres comme moi, j'aimerais être traité, effectivement, on n'a pas toutes des Marie-Lie dans une équipe. Ça fait en sorte que je peux être justement mal interprétée, le courant ne passe pas, on ne s'est pas bien compris, alors que l'idée, c'est vraiment de témoigner d'empathie, de dire, bien, OK, je travaille avec Maude, comment elle aimerait... Tu m'appelles Maude, mais c'est Marie, mon nom. Marie, mon nom. Mais c'est bon, c'est ma sœur. Oui, c'est ça. C'est tellement commun, là. Mais vraiment. On voit drôle, que on dirait j'ai un le flashback retour dans le flashback de notre jeunesse. Puis je te rassure, sa sœur lui ressemble quand même, donc... Ah, je me reconnais à Maude, mais mais toute la famille se ressemble. Oui. Il n'y a pas de doute, on vient des mêmes parents. Ouais. Mais je te laisse continuer. Mais effectivement, donc, mais si je travaille avec Maude et Marie, donc l'idée étant vraiment, ben, même que les deux, peut-être que c'est pas la même façon dont ils veulent avoir de l'information, le mijoter, prendre une décision. C'est vraiment l'idée de base de avec qui je travaille, comment eux veulent avoir l'info, comment moi je la veux et comment on peut travailler ensemble. En tout cas, si tu aimes changer les perceptions des gens, je m'excuse, Vas-y, Marie. Moi, tu viens de changer la mienne à l'instant parce que avec mes enfants, c'est souvent une vision que j'amène du respect, par exemple, de dire, ben si tu veux respecter l'autre, ça part en partant de, ne traite pas les autres d'une façon que tu n'aimerais pas être traité. Fait que si tu te dis, moi, j'aimerais pas ça, fais-le pas à quelqu'un d'autre. Mais effectivement, si on va aller une étape plus loin, mais c'est de comprendre, ben, peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu n'aimerais pas en plus.
ça plairait à quelqu'un d'autre. Fait que, non, ça vient de changer un petit élément dans ma pensée. Moi, la première fois que j'ai interagi plus avec Coefficient RH, c'était dans une conférence. Puis c'était vraiment une conférence sur les profils. Puis tu l'as mentionné un peu. Tu sais, ton profil, tu tombes pas rouge automatique. Tu es un ensemble de facteurs. Puis j'avais bien aimé comment elle était représentée. C'était comme la roue, puis tu te déplaçais dans la roue, tu sais, un peu vers le jaune, un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces profils-là? Puis qu'est-ce qui fait une bonne équipe dans ces profils-là, par exemple? Parce qu'on s'entend potentiellement, pas tout le monde est compatible au même niveau, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, tu sais, c'est quoi l'avantage de connaître son profil pour une équipe? Oui. Mais puis je commencerai à la base. Je vais exposer les 5 niveaux de sciences avec lesquels on travaille parce qu'on parle beaucoup de profil, entre autres avec les couleurs, mais c'est seulement notre premier niveau. OK. Donc, on travaille avec 5 niveaux. Le premier étant les comportements. OK. Des comportements, c'est comment on fait les choses. Donc, des comportements, c'est observable. Je peux les entendre. On fait référence au téléphone, par exemple, si je parle à quelqu'un. Mais quand on parle des comportements, c'est vraiment la pointe de l'iceberg d'une personne. Fait que oui, ça nous aide vraiment. Puis Jonathan, je pense que tu l'as bien exposé dans comment je peux communiquer, comment je peux interagir. Mais je vous dirais que ça se limite à ça. OK. Donc, ce n'est pas une personnalité qui a une couleur en particulier parce qu'évidemment, la personnalité a plus de complexité. Si je vous donnais un exemple, là, nos 5 niveaux de science, là, c'est comme le dessert millefeuille. Okay? Donc, dans un millefeuille, si je vous donne un bol de glaçage, bien, vous allez me dire, Marie-Lise, c'est un bol de glaçage, c'est vraiment sucré, mais ça ne fait pas le dessert. Non. Donc, les comportements, c'est juste le glaçage. OK. Si je vous avais amené ce matin un plateau de pâtisserie, puis qu'on a une vue aérienne du plateau, imaginons qu'on a des millefeuilles. Bien, vous êtes capable rapidement d'identifier c'est lequel le dessert millefeuille. Oui. C'est à ça que ça sert des comportements. Ça me permet d'identifier, OK, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau de manière spontanée? C'est quoi ses réflexes? Mais ça, c'est juste notre premier niveau. OK. Deuxième couche du dessert, on est vraiment dans des motivations, donc dans des forces motrices. OK. Qu'est-ce qui va te mettre dans l'action? Donc, simplement avec, entre autres, les couleurs des comportements, là, notre première couche, oui, on peut accompagner un client pour voir dans ta transformation numérique, là, qu'est-ce qui est à prendre en compte, mais on va être plus dans les comportements, donc dans le comment communiquer, comment rassembler l'équipe, comment les amener à prendre une décision. Mais ce qu'on veut, c'est fondamentalement, ça leur tente. Ouais. Et on ne peut pas motiver personne. Donc, on veut comprendre ce qui les mobilise. Qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as le goût d'embarquer? Fait que ça, on va travailler justement avec les forces motrices. On va faire des mappings de forces motrices pour justement que les gens se sentent respectés. Et quand on dit, bien, traite pas les autres comme moi, je voudrais être traité, bien, justement, eux, à quoi ils accordent de l'importance pour que ça fasse du sens pour eux, la transformation numérique. Ensuite, on va travailler avec les compétences. Donc, on a des compétences reliées aux tâches, reliées aux personnes. Lorsqu'on est en coaching, en développement, on va assurément travailler avec des compétences qu'on va quantifier. Fait que ça, c'est l'avantage aussi. Entre autres, en coaching, nous, on débute avec un profil de compétences. Si on identifie, par exemple, la prise de décision qu'on veut développer, bien, on est capable de dire, bien, on va la développer à 20 25 %. Et à la fin du coaching, on refait un portrait des compétences pour justement apprécier l'évolution. Ensuite, on a le discernement. Le discernement, c'est relié au jugement. Donc, comment les gens voient les choses? Jusqu'à quel point c'est clair? Je vais donner un exemple vraiment concret. En passant, le jugement, ça se développe. C'est fascinant de développer le jugement en coaching. Mais il y a une vision négative des fois du jugement. Ah oui. Mais écoute, ça, là, tu sais, à ta question tantôt, ça fait peur. OK, attends un peu, tu vas m'évaluer sur le... Non, mais je ne vais pas t'évaluer. Je veux juste voir présentement comment tu vois les choses. T'aider après ça, tu sais. Je vais donner un exemple hyper concret. Quand on parle de jugement, c'est l'exemple d'un verre d'eau. Oui. Est-ce que ton verre d'eau, tu le vois clair, flou ou opaque? Fait que quand on demande, par exemple, à un gestionnaire ou à un nouveau gestionnaire de dire « Là, c'est vraiment important, là, Marie, il faut que tu travailles avec les forces de ton équipe. » Bien, c'est sûr que tu vas me répondre « Ah, OK, oui, Marie-Lie, tu as bien raison, il faut que je travaille avec les forces de mon équipe. » Si elles ne sont pas claires pour toi, est-ce que tu vas arriver au résultat? Bien,
Tu sais, c'est sûr que tu vas me dire oui puis tu trouves que ça fait du sens. Mais si ton verre d'eau par rapport au talent dans ton équipe, il est un peu flou ou il est opaque, ça ne fera pas en sorte que tu vas arriver à travailler vraiment en complémentarité dans ton équipe. Fait que de le voir, de le constater, puis de dire hey, c'est vrai, on dirait que j'arrive dans un mur quand je tombe dans cette zone-là, alors que peut-être que ta pensée stratégique est hyper développée, bien, c'est là où on va pouvoir aller développer un peu plus ta façon de voir les autres, entre guillemets, porter un jugement sur les autres de manière positive. Et la dernière science, et non la moindre, l'intelligence émotionnelle, qui vient englober le tout. Malheureusement, un de nos constats, c'est que l'intelligence, les deux mots, là, intelligence émotionnelle, tu sais, les gens lèvent souvent les yeux quand on en parle, sont comme « Ah non, je ne veux pas aller là, ça ne me tente pas » ou « On en a trop parlé ». Peut-être qu'on n'a pas bien parlé. Si vous demandiez à ma collègue et associée Hélène, c'est quoi la science la plus importante? L'intelligence émotionnelle. C'est notre capacité à nous utiliser nous-mêmes. Donc, je me comprends, je me gère et je comprends les autres et je suis capable de les gérer, entre guillemets. Donc, tu sais, une relation humaine, pour nous, RH, c'est relations humaines plus que ressources humaines. C'est ça le travail. Tu sais, dans le milieu de travail, ce qu'on a à faire, c'est à établir des relations. Oui. Mais quand on rentre travailler, c'est pas à ça qu'on pense. Moi, je te la vole, celle-là. Relations humaines au lieu de ressources humaines. J'adore ça. C'est vrai, parce que c'est bien plus ça qui va faire avancer ton équipe que peu importe. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire un tout autre podcast juste à parler de l'intelligence émotionnelle. Puis à quel point... Épisode 2 à venir. Ah, vraiment. Puis juste... puis comme moi, mettons qu'on parle d'intelligence émotionnelle, je me suis déjà fait dire dans le passé que j'avais de la difficulté, que je n'avais pas une bonne intelligence émotionnelle. Puis éventuellement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a évalué, puis il m'a dit non, c'est tout le contraire. T'es genre là. Puis là, j'ai dit, ben pourquoi? Il dit, ben parce que tu en as conscience. Parce que tu les reconnais. C'est pas parce que tu t'emportes que nécessairement tu n'as pas une intelligence émotionnelle. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait comme ah, OK. Mais quand tu t'emportes, tu es conscient que tu t'emportes, tu es conscient de l'impact que ça a, puis tu es même des fois capable de t'ajuster en fonction de la situation. Puis cette vision-là, on dirait qu'on... là, je vais aller loin un peu, là, mais je suis sur le conseil d'établissement d'une école primaire, puis on a mis en place à l'école primaire des enfants ce qu'on appelle un concept de météo intérieure, où ce qu'on aide les enfants à identifier leurs émotions à l'aide de la météo. Parce que tout le monde connaît la météo, puis on a jasé entre nous au début là, pour se réchauffer, puis tout de suite, quand on a parlé de « aujourd'hui, c'est chaud puis humide », là, on s'est mis à discuter. Puis même chez les enfants, c'est facile, donc on les aide à identifier leurs émotions avec ça. Puis la première chose qu'on leur apprend, c'est que le bonheur et la joie, c'est juste 2 sur 8 facettes. Les 6 autres, souvent, on dirait qu'on a peur des émotions négatives, des fois, qu'on a à exprimer, puis on dirait qu'on va cacher ces émotions-là, on n'en parlera pas. Puis j'ai l'impression que on aurait besoin de plus d'éducation là-dessus, de dire « Hey, c'est pas parce que je suis en colère, ou c'est pas parce que je suis triste, ou c'est pas parce que je me sens anxieux présentement que je devrais le camoufler, puis je devrais le dissimuler. Non. Justement, il faut le nommer, puis c'est là qu'elle est l'intelligence émotionnelle. Mais il y a une proportion de gens qui parlent d'intelligence émotionnelle qui disent l'intelligence émotionnelle, c'est savoir se gérer. Moi, c'est là que j'ai un malaise. Puis c'est là savoir se gérer, c'est capable d'identifier aussi ses émotions. Oui, là. C'est capable de les identifier puis c'est de pas les refouler. Vivre. C'est pas les refouler. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que il y a comme une portion de gens qui parlent d'intelligence émotionnelle puis qui disent tu sais pas te gérer. Oui, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que je sais pas si je suis pour les auditeurs qui nous écoutent, là, parce que là, ils doivent dire « Oh mon Dieu, ils viennent de rentrer dans un sujet. J'espère qu'ils n'en parleront pas trop longtemps. » Mais je vais ramener quelque chose de très pragmatique. Intelligence émotionnelle. Okay? Donc, c'est pas juste savoir se gérer, c'est une forme d'intelligence. Oui. Puis, pour moi, là, puis pour nous,
c'est vraiment notre sujet de fond pour les prochaines années, l'intelligence émotionnelle chez Coefficient RH, de manière très pragmatique. Parce que quand on ne se gère pas, là, je vais juste reprendre cet exemple-là qui n'est pas limitatif à l'intelligence émotionnelle, l'impact que ça a, c'est qu'on diminue drastiquement notre performance cognitive. Donc, pour tous les auditeurs qui disent « Oh mon Dieu, il me semble qu'ils viennent rentrer dans un autre sujet qu'on n'est pas habitué dans le gym numérique », bien, je pense que chacune des personnes qui écoutent doit avoir un intérêt à bien performer, être, entre guillemets, bon au travail, être reconnu au travail, développer son expertise. Ça passe par l'intelligence émotionnelle. Plus, justement, j'ai une conscience, j'ai une capacité de gestion, j'ai un niveau d'énergie, j'ai une capacité de reconnaissance et d'empathie, plus ma performance cognitive est présente. Donc, tu sais, dans ce que tu as mentionné, Jonathan, comme exemple, c'est pas parce que je m'emporte que j'en ai pas, mais quand je m'emporte et que j'en ai pas conscience, ça vient s'accaparer de mon fonctionnement cérébral. Oui. Et là, j'ai plus de capacité à prendre du recul, analyser, trouver des solutions. Est-ce que c'est ça qu'on a besoin en milieu de travail? Oui. Fait que plus je développe mon intelligence émotionnelle, plus je suis pas sur le neutre, là. Je peux vivre des émotions, mais rester performante dans ma façon de voir les choses. Fait qu'il y a une grande valeur à la prise de conscience qui n'est pas ésotérique, mais la prise de conscience fait en sorte que je suis capable de garder mon cerveau fonctionnel. C'est ce qu'on souhaite. Moi, j'ai comme une image là, qu'on peut nommer avec des mots. Tu sais que là, quand tu rentres travailler, tu as l'impression d'avoir les deux mains sur le volant. Tu sais, yes, là, entre guillemets, je suis en contrôle, ça va bien. Bien, ça, c'est un signe que votre cerveau fonctionne bien ce matin-là. OK. Oui. Ou le soir, Jonathan, pour les moins matinales. Mais bref, l'idée, c'est vraiment, tu sais, quand tu te sens là, puis on a plein de clients qui disent « Ah, Marie-Lie, on dirait que je le ressens quand mon cerveau il est full performant. » Bien, effectivement. Alors que quand on vit des émotions pour lesquelles on n'a pas conscience, on a un rush d'hormones qui monte dans le cerveau. Je vais le généraliser, mais sérieux, on pourrait faire juste un épisode là-dessus. Bien, ça fait en sorte que ça s'accapare de mon fonctionnement et ça vient vraiment brimer ma performance cognitive, principalement dans le cortex, là où nos intelligences se trouvent. Donc, c'est là où, tu sais, prendre du recul, trouver des solutions, être capable vraiment de regarder l'ensemble d'une situation. Puis quand ce n'est pas le cas, bien là, je tombe dans des réflexes. Et des réflexes qu'on peut appeler, oui, reptiliens, là, mais il y a d'autres types de réflexes. Des réflexes qui vont faire en sorte que ça me limite dans ma capacité à voir les choses. Fait que, tu sais, c'est quand même mécanique, j'oserais dire, l'intelligence émotionnelle, mais l'avantage, c'est qu'on peut la développer. Donc, je peux justement gérer des personnes, gérer mes cordes sensibles en gardant ma vue d'ensemble, donc en restant vraiment performante. Je pense que c'est le point critique de Coefficient RH, en fait, c'est aider les gens à travers les outils, les données, rester performant ou améliorer la performance. On va prendre une courte pause, puis on va revenir sur le sujet des 5 niveaux et les profils. On vous revient à l'instant. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent qui vous souhaite une bonne écoute. Donc, on est de retour et là, on a accroché un petit peu sur l'intelligence émotionnelle. Mais on va revenir au-dessus de l'iceberg. Parce que là, justement, la question, ce qu'on discutait, c'est quoi les 5 niveaux de science que vous utilisez. Et là, on va revenir au comportement. Fait que peut-être un peu plus aller détailler. Qu'est-ce qui se situe au niveau du comportement? On a exposé les 5 sciences parce que très souvent, on a le commentaire « Le Marie-Lie, c'est vraiment complexe l'humain. Tu ne peux pas juste nous parler de comportement. » Effectivement. Fait que oui, il y a 5 sciences avec lesquelles on travaille puis qu'on a développé une expertise. Somme toute. Pour l'humain, dans sa journée au quotidien, au travail, comprendre les comportements des autres, c'est la base. Et c'est accessible à tout. Parce que lorsqu'on parlait d'intelligence émotionnelle, on va travailler avec des outils très, très sensibles, avec vraiment une expertise nichée. Alors que les comportements, on me mentionnait, c'est observable. Donc, tout le monde peut travailler. Une fois que je comprends les concepts, là, je peux travailler avec n'importe qui et comprendre, OK, voici comment la personne se sent actuellement. Je lis des comportements et ensuite, je travaille avec la personne. Lire des comportements plutôt que réagir à des comportements, c'est vraiment ça l'idée. OK. Je vais vous donner une image de comment travaillent nos cerveaux, de manière très, très générale. Notre cerveau, qu'on le veuille ou non, c'est comme un GPS. OK?
Quand je dis ça, en fait, l'idée, c'est que très souvent, les gens me disent « Mais non, Marie-Lé, moi, je ne juge pas, là. » En fait, c'est sain de juger. Ouais. Parce que notre cerveau, il capte ce qu'il y a autour de lui, puis il a à identifier, bien, je suis en situation de danger, est-ce que j'ai à me mettre en mode survie? Donc, notre cerveau est là pour veiller justement à notre continuité. Donc, on capte autour de nous. Quand je dis que notre cerveau, c'est comme un GPS, j'arrive ici, là, je me dis, OK, qui je vais rencontrer? Ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas arrivée ici en vous analysant, mais mon cerveau va le capter. Puis ce qu'il aime, c'est avoir des adresses connues. Dans mon GPS. Un GPS qui cherche une adresse qui n'existe pas, là, on a tous l'image. Là. Il y a un sablier qui tourne, puis à un moment donné, c'est... Recalcule. Et là, on est comme, hey, tu sais, c'est fatigant. Quand on n'est pas capable de comprendre les autres, bien, notre cerveau, c'est un peu comme le GPS, recalcule jusqu'à, hey, là, je suis tanné, là. Donc, l'avantage, plus je suis capable de comprendre les autres autour de moi, plus je suis capable d'établir justement de bonnes relations. Ça ne veut pas dire qu'on va être pareil, ça ne veut pas dire que vous faites mon affaire. Somme toute, bien, à partir du moment où je connais votre adresse actuelle, parce que des fois, il y en a qui déménagent. Là. Il y en a qui déménagent dans une journée. Puis c'est là l'idée de lire des comportements en temps réel pour pouvoir m'y adapter. T'sais, plus tôt, on parlait, bon, moi, j'ai déjà été dans un milieu de travail où j'avais une pastille à côté. Bien, je ne suis pas juste une couleur. Oui, c'est ma dominante. Okay? Moi, c'est rouge. Okay? On va aller droit au but. T'sais. Ah oui, OK, qu'est-ce que tu veux? Si vous me demandez une rencontre la semaine prochaine, mais là, je vais vous dire, bien, on est là, go. Alors que si vous vouliez avoir du temps pour vous préparer, bien là, vous vous sentez piégé. Fait que l'idée, c'est vraiment de lire en temps réel parce que je ne suis pas toujours rouge. Quand je m'assois avec mon comptable, je suis bleu vraiment. Donc, on peut moduler nos comportements. Dernière chose avant de rentrer justement dans les fameuses couleurs de comportement, l'idée, c'est de lire. Okay? Donc, mon GPS, là, il est vraiment dans une notion où bien, je veux avoir des adresses connues, ce qui va me permettre de comprendre justement, OK, si je veux lui écrire un courriel, je veux répondre à son courriel, à qui j'ai affaire. Mais ce qu'on souhaite dans la vie, là, c'est ouvrir le cerveau des gens avec qui on travaille. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, là, je vais l'imager. Là. Quand on dit ouvrir le cerveau, c'est que je sécrète en fait une performance cognitive plus positive qu'on appelle. Donc, ça m'intéresse. OK. Fait que l'ouverture d'esprit, pas l'ouverture, genre je veux voir comment le cerveau fonctionne, mais l'ouverture d'esprit, par exemple. Effectivement. Okay. On est vraiment dans le mindset, là, comme on dit en bon français. C'est « Oh, mon cerveau, il est disponible. Okay. » À partir du moment où je me dis « Oh non, j'ai pas le goût de travailler avec. » Puis là, nous, ce qu'on appelle, c'est une baisse de crédibilité de l'autre. Ça ferme mon cerveau. Okay. Et quand on se promène dans une organisation, dans une entreprise, je rencontre des gens et mon cerveau, il joue, là. Il s'ouvre, il se ferme. Ah, ça me tente pas. Ça me tente pas. Quand je dis ça, c'est pas la personne qui choisit nécessairement quand ça ne tente ou que ça ne tente pas. J'aurais envie vraiment que les gens aient une image très objective et pragmatique. J'ai des activités cérébrales dans ma tête, puis il y en a que j'en suis consciente ou non, qui... Hey, j'ai le goût de travailler avec Marie ou j'ai pas le goût de travailler avec Marie. Mm-hmm. Ça me tente de parler sur ce sujet-là, ça me tente pas. Ça se fait vraiment, entre guillemets, tout seul. Je veux juste le simplifier. C'est pas la bonne intention ou la mauvaise intention de quelqu'un. Fait que quand, par exemple, moi, j'arrive dans votre cadre de porte. Hey, gang, j'ai un super beau projet. Juste ça, là. Est-ce que votre cerveau est ouvert ou dit « Oh non, pas encore elle. » Juste ça, c'est ce que je veux dire dans ouvrir / fermer le cerveau. Okay. Donc, notre travail, comme employé, moi, je dis tout le temps que c'est une responsabilité partagée, c'est de se promener puis d'essayer d'ouvrir le cerveau. Quand on parle de travail d'équipe et de collaboration, oui, il y a des techniques et il y a des pratiques, mais comprendre les autres permet en sorte de dire, bien, je vais essayer d'ouvrir le cerveau de mes collègues. Ça va leur tenter de travailler avec moi et vice-versa. Donc, à partir des couleurs, des fameuses couleurs, oui, on peut travailler justement à ouvrir le cerveau. Donc, je lis un comportement, puis j'y adapte ma communication. La règle d'or, là, c'est que la première personne qui a quelque chose à demander, qui prend une initiative, c'est cette personne-là qui va créer une adaptation dans son profil, une petite adaptation, juste pour ouvrir le cerveau, et ensuite, je reviens dans mon profil. Okay. C'est pour ça que quand, dans ton ancien emploi, avec ta pastille, la personne qui venait te voir, elle, ouvrait
son approche pour s'adapter à ta couleur. Effectivement. Okay. Donc, on a 4 types de comportements. On peut les appeler comme ça. Et peut-être, oui, juste avant de creuser, parce que moi, j'avais une question, puis là, tu l'as comme effleuré. Moi, je me questionnais à savoir, tu sais, avec le travail que tu fais, ça fait plusieurs années que tu es là-dedans, tu as dû développer une capacité de lire les gens ou de reconnaître la facette de leur personnalité. Puis là, ben, tu as comme répondu à la question d'une certaine façon, mais ça me surprend. Ben, ça me surprend, oui, puis c'est intéressant aussi. C'est de dire, ben, tu sembles sous-entendre que finalement, cette compétence-là que tu as, ça serait intéressant qu'elle soit portée à tout le monde. Que tout le monde soit capable un peu de lire les autres puis de s'adapter. Est-ce que je l'ai bien compris? Bien, je vais donner un exemple, mon exemple préféré. Okay? Je vous dirais que 100% du temps où on donne des formations, on a minimalement un commentaire qui dit « Oh mon Dieu, tu viens de sauver mon couple. Okay? » Donc là, je ne parlerai pas de relations amoureuses ce matin. Somme toute, comprendre les autres permet justement de dire « OK, là, on va vraiment faire équipe. » Donc, oui, c'est une compétence qu'on a développée. Dans notre cas, c'est une expertise. Mais à partir du moment où chaque personne serait capable, de se comprendre, okay? Sincèrement, c'est la base. On est tous notre premier outil de travail. Okay? Donc, comprendre, hey, c'est vrai, moi, quand je regarde mon style de courriel que j'envoie, ça se peut que ça ferme le cerveau de certaines autres personnes. Donc là, je me comprends, je comprends mes dominances, je comprends mes styles, et ensuite, je veux lire les autres, comprendre les autres. Tu sais, j'aurais le goût de donner peut-être un exemple plus concret pour répondre à ta question. Ça me fascine en 2024, 2025. On s'assoit à un comité de travail, on fait un plan de match pour l'année prochaine, on part un nouveau projet dans notre entreprise, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? On parle de nos objectifs, de nos moyens, on parle des orientations, qui va être responsable, on parle des échéanciers. Êtes-vous d'accord? Oui, globalement, bon, c'est pas mal. Habituellement, c'est pas mal là-dessus qu'on travaille. Mais pourquoi on ne prend pas un temps avant pour dire, OK, Marie, tu vois la vie comment? Jonathan, tu vois la vie comment? Moi, je vois la vie comment? Parce que si on n'amène pas cette couche-là, cette fameuse couche-là de glaçage, bien, en fait, on échange puis on ne parle peut-être même pas de la même affaire. On ne se comprend pas. On part. Moi, je suis rendue à un rythme, déjà, moi, c'est vendu dans ma tête. Vous n'êtes peut-être pas sûr du projet encore. Donc, moi, je vais en parler à mon équipe. Vous, non. Et là, on vient de créer des décalages dans l'entreprise. Il y en a qui ont plus d'informations. Comment ça que tu nous en as pas parlé, Marie? Marie-Liane a parlé à son équipe, etc. Mais c'est juste parce qu'on n'était pas à la même place. Puis la raison qu'on fait ça, c'est pas parce qu'on a de mauvaises intentions, mais on ne voit peut-être pas la vie de la même façon. Donc, oui, c'est vraiment, tu sais, quand on dit que notre mission, c'est de rendre accessible un savoir scientifique sur l'humain, bien, ça permet de connecter les humains. Fait que c'est vraiment ce qu'on souhaite, d'amener une compréhension supplémentaire qui va amener certainement une performance optimale, plus optimale. Puis à l'inverse, est-ce que, parce que je sais qu'il y a des types de personnalités, moi, on peut appeler ça un peu des people pleasers ou des gens qui aiment plaire aux autres. Est-ce qu'il y a un danger de suradaptation ou éventuellement, ben, tu vas avoir une personne qui va perdre de ses couleurs carrément là, avec la théorie qu'on utilise au détriment de ses propres forces pour justement se suradapter à l'autre? Est-ce que c'est un risque qui existe? Puis c'est une excellente question. L'objectif principal, c'est la raison pour laquelle on parle d'ouverture du cerveau. Moi, comme personne, ma seule responsabilité envers moi-même, c'est de garder mon cerveau ouvert. Okay? Donc, ce que je souhaite, c'est pas m'adapter, c'est moi, qu'est-ce qui m'allume. Puis ensuite, l'autre responsabilité, la deuxième, c'est d'ouvrir le vôtre. Donc, je vais me promener dans ma journée en me disant, OK, attends un peu, je suis à la bonne place? Est-ce que mon cerveau est ouvert? Oh, oui. Donc là, c'est là où je suis en pleine performance. Et ensuite, oui, mais je vais m'adapter juste dans le début d'une conversation, dans le début d'une façon de faire pour ouvrir, donc pour nous gagner en crédibilité dans votre cerveau. Puis ensuite, on va pouvoir revenir puis être en complémentarité. Peut-être que je peux donner un exemple très, très concret sur la notion de crédibilité et des couleurs. Bon, moi, j'ai évidemment beaucoup de jaune aussi. Donc, j'ai beaucoup de rouge, j'ai beaucoup de jaune. Donc, imaginons que je travaille avec un de mes collègues qui a beaucoup, beaucoup de bleu. Et je rentre dans son bureau puis je dis « Ah, Mathieu, je viens d'avoir une super bonne idée. »
OK? Forte chance que Mathieu me dise, mais là, Marie-Lie, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça? OK? Donc, dans son profil dominant, là, c'est pas mal une situation qui risque d'arriver régulièrement. Quand ça arrive, OK? Dans le fond, dans son cerveau, souvent, il va dire, ben voyons donc, elle réfléchit pas, là. Comment ça qu'elle n'a pas pensé à ça? Et moi, de mon côté, je reçois ces questions, puis mon cerveau, il va faire comme, il est bien plate, lui. Il est éteignoir, il vient de défaire mon idée. Ouais. Donc, dans une relation comme ça, qui est très simple, qu'il n'y a pas personne qui a fait quelque chose de mal, somme toute, l'impact que ça va avoir si ça se répète, c'est quand je vais avoir des idées, j'irai plus voir Mathieu. Parce qu'il me tape ses nerfs. Je lui dis, il est bien plate. Il a pété ma balloune avant même qu'elle soit finie de gonfler. Effectivement. Puis lui, il dit, ben voyons, je peux-tu travailler avec une personne qui ne réfléchit pas comme ça? Pourquoi on n'a pas les mêmes angles du tout sur la même situation ou le même sujet? Donc, à partir de la compréhension des profils, voici ce que je pourrais dire. Je rentre dans le bureau. « Hey, Mathieu, je viens d'avoir une idée. Là, je ne l'ai vraiment pas décortiquée. Donc, là, je fais une parenthèse. Je m'assume. Okay? Oui. Moi, je suis une fille. J'ai plein d'idées. Et là, je dis, écoute, là, j'aimerais ça que tu me dises tout ce qui se passe par la tête, puis après ça, je retourne travailler. » Là, il est comme, « Oh, yes! » Je viens de renforcer son profil. Je suis restée dans le mien. Donc, je ne suis pas en train de m'adapter. Ce que je veux témoigner, c'est quand on parle d'empathie, donc de ne plus traiter les autres comme nous, on aimerait être traités. Dans le fond, dans la conversation, dans la communication, je suis en train de dire, moi, j'ai des idées, sérieux, j'adore ça, en avoir. Puis, je ne suis pas la meilleure dans un premier temps pour tout identifier les risques et les erreurs possibles. Mathieu, il est excellent là-dedans. Fait que je vais renforcer son profil en disant, OK, maintenant, dis-moi tout ce qui se passe, je vais prendre ce bagage-là, puis je vais aller ensuite le travailler. Je pourrais reprendre cet exemple-là pour faire un lien avec votre sujet de transformation numérique. Quand on travaille en transformation numérique, souvent, on va monter des comités de travail dans les organisations. Puis les gens sont vraiment, pour nous, il y a vraiment une vie et une politique autour d'un comité de travail. Okay? Si je me prépare à un comité puis je me dis « Oh mon Dieu, j'espère qu'un Mathieu de ce monde ne va pas me rentrer dedans avec mes idées. » Si je me prépare en fonction de cette question-là, puis que j'arrive à la rencontre puis que j'en ai pas tenu vraiment rigueur avant de me présenter là, je suis en faute. Une vie de comité, c'est avant et aussi après une réunion. Oui, absolument. Fait que c'est ça la dimension, la couche de glaçage à considérer. Si j'ai des Mathieu autour de ma table, là, puis moi, je veux présenter une ébauche d'une politique ou une ébauche de projet ou une acquisition qu'on pourrait faire de machines, bien, en fait, je devrais appeler Mathieu avant le comité. « Hey, Mathieu, j'ai l'intention de présenter telle chose, là. Ça te dit quoi? Je ne suis pas obligée de donner de l'information confidentielle avant le comité. J'aimerais ça que tu me dises sur quoi là, tu penses qu'il faudrait qu'on focus. » Il va faire comme « Wow, OK, elle vient me... » Et là, je vous garantis qu'en présentant mon sujet, Mathieu va certainement avoir moins de questions ou de critiques à mon égard et les gens vont être beaucoup plus rassemblés en disant « Hein, Mathieu, il n'y a pas de questions. OK, attends un peu, ça doit être pas pire. » Ouais. Donc, je ne veux pas stéréotyper des profils de comportement, mais on est capable, et pour moi, c'est ça, travailler en complémentarité. On n'est pas juste dans les différences. Moi, j'ai des forces, mais j'ai aussi le défaut de mes qualités, comme les autres aussi en ont. Donc, comment je peux vraiment prendre en considération les fonctionnements cérébraux autour d'une table avant, pendant et après une rencontre? Fait que, à la question, j'ai répondu longuement, mais est-ce qu'on devrait, en 2024-2025, comprendre le fonctionnement des autres, le prendre en considération? Pour moi, c'est ça, travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est pas juste qu'on s'assoit ensemble puis on a le goût de travailler ensemble. Mais comment on amène la complémentarité de nos compétences, nos habiletés, la façon dont on voit les choses. Fait que tout le monde a une petite responsabilité à s'adapter à l'autre sans perdre sa propre identité. Puis là, je reviens à la question initiale. C'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup des couleurs, mais pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça ou qu'ils ne savent pas à quoi fait référence le rouge, le bleu, c'est quoi les profils? Puis quel profil fonctionne bien ensemble? On sait qu'il n'y a pas de mauvais profil, puis on sait aussi que tout le monde peut réussir à travailler ensemble par la bande, mais il y a sûrement des meilleurs fits là, de personnalité. Je vais mettre en contexte ma réponse. OK.
On travaille avec 21 174 indicateurs de comportement seulement. Seulement. Okay? Donc, finalement, le Seulement. podcast va durer un peu plus longtemps. Non. Donc, je le mets en contexte parce que, dans notre travail chez nos clients, on est vraiment dans du sur-mesure, du personnalisé. Au fin du podcast, je vais généraliser quand même, Je pense que ça va afin être bon. de rendre accessible ce savoir scientifique-là. C'est vraiment mon intention. Donc, on travaille, oui, avec 4 axes de comportement. On a les 4. Tout le monde a les 4. On a les 4, tout le monde à des niveaux différents. Si j'ai un résultat à 2 sur un axe de comportement, c'est excellent à 2. C'est juste, ça veut dire quelque chose. Okay? Donc, on a les 4 et on peut même se moduler vraiment dans une journée. OK. Au fin des auditeurs, pour que ce soit le plus simple possible, quand on parle des 4 couleurs, je vais vraiment aller davantage vers des résultats les plus élevés pour que ce soit le plus facile à reconnaître. OK. Donc, quand on a un résultat en haut de 80 sur l'axe rouge, okay? L'axe rouge, là, c'est là où le cerveau est focus sur les résultats. Axe rouge, l'équation cérébrale qui prime, là, c'est vraiment, oh mon Dieu, quelle décision je peux prendre pour qu'on avance. OK. Les gens dans la vie qui ont un résultat plus bas, entre guillemets, eux vont accorder davantage de valeur à des bonnes décisions. OK. Pour les rouges très élevés, la bonne décision, c'est pas ça qui compte. Le Fait qu'on plus avance. important, c'est qu'on en prenne une. OK. Okay? Fait que donc, si vous me dites, bien là, Marie-Lie, t'as-tu pensé, si on prend telle décision, qu'est-ce qui pourrait arriver? Pas grave, on va le gérer quand on va arriver. OK. Donc, tu l'as vraiment bien compris, il faut avancer. Le fameux 80 là, qu'on a en débat ces jours-ci, qu'on voit là, des entrepreneurs qui disent il faut que tu sois capable de prendre une décision avec seulement 80 des informations, sinon tu n'en prendras pas. Exactement. Dans leur façon de voir les choses, là, je vais vraiment là, l'isoler, là, la variable rouge très élevée. On est vraiment dans « j'aime les défis ». La phrase « es-tu game », ça ouvre ton cerveau, là, si tu as beaucoup de rouge. Donc, « oh my God, es-tu game »?« Oh yes ». Là, je vais donner une image. C'est le roi de la montagne. On est pas mal dans le rouge également. Reine de la montagne, ça peut être aussi dans ce type-là. Et très souvent, ce sont des personnes qui vont avoir, comment on les distingue, ils vont avoir un ton de voix assez bas, un style de communication très direct, dans peu de mots. Ils vont avoir un style de communication habituellement en point de forme, qu'on appelle. Donc, as-tu le dossier? T'es rendu où? Okay. À la limite, il n'y a pas de bonjour. Le cerveau focus sur le résultat atteint. Je débarque dans le bureau. T'es rendu où, Marie? OK, c'est à quelle heure? OK, parfait, je vais être là. Vous m'envoyez un texto avec plein de questions. Je réponds OK. Donc là, vous dites OK, quoi? Et là, ça amène de la frustration. Si l'autre a mis plein de questions, clairement, elle n'était pas rouge. Donc, quand il y a beaucoup de rouge dans le cerveau, ça teinte énormément sur j'ai pas de temps à perdre. Tout ce que je veux, c'est avancer. Puis là, go, on y va. Je suis sûr que moi, j'ai des exemples en tête. J'ai regardé le sourire à Marie. Je suis sûr que Marie a des exemples en tête. Je suis sûr que tout le monde a des exemples en tête de gens qui, justement, sont comme ça. Là. C'est assez... Moi, j'en ai dans mon entourage. Ça rentre au poste quand même. Oui, j'en ai dans mon C'est ça. entourage. Le terme « j'ai pas de temps à perdre », je pense que ça décrit bien là, de... Oui. On va prendre une décision tout de suite, on va la gérer plus tard. Dis-moi ce que... Passe pas par 4 chemins. Là, genre, il y a une ligne directe, vas-y direct. Je pense que ça décrit bien le Vraiment. profil. Puis, je vais me permettre un truc facile pour identifier qui j'ai à faire. Pour juste identifier les dominances, là, les courriels sont tellement un bel outil pour savoir à qui on a affaire. Ah, c'est vrai. Donc, courriel là, ou un Teams, peu importe, là, c'est quand on dit un style directif, là, t'as-tu, veux-tu, peux-tu, donne-moi ça. Okay? On est très dans l'impératif, Tu m'enverras là, dans ça. le ton. Ah ouais. Okay. J'ai besoin de ça à telle heure. On est vraiment dans, c'est le direct de la chose. Et très souvent, les gens vont dire « Oh mon Dieu, es-tu fâché? Es-tu fâché? » Okay? Sincèrement, les gens disent « Ben voyons, pourquoi tu dis ça? » On est dans un focus, pas de temps à perdre. Donne-moi le résultat, le livrable, tac, 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 tac. Donc, quand cette dominance-là est vraiment présente dans le cerveau, dans une partie de la journée, on n'est pas un focus sur l'humain. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas travailler avec les autres? Pas du tout. Le cerveau, vraiment, à ce moment-là, a un focus tâche, a un focus qu'est-ce qu'on a livré. Fait que ça, c'est vraiment la couleur rouge. Okay.
On y va avec un deuxième axe qui est l'axe I, interaction, qui est le jaune. Donc, au fin, encore une fois, de notre podcast, là, je vais aller avec en haut de 80 %. Le cerveau, lorsque le jaune prend de l'ampleur dans le cerveau focus sur l'interaction et l'expérience humaine. Donc, en fait, on dit souvent que ce sont des comportements où j'ai besoin de relations en quantité. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui peut travailler concentré? Pas du tout. Mais à un certain moment, je vais me lever, je vais aller me chercher un café. Ce sont les personnes, entre autres, dans le cerveau qui ont le plus souffert en pandémie, là, qui se sont cachés et qui ont rencontré du monde. Parce qu'eux autres, ils se nourrissent des relations. Ils ont besoin. Donc, quand le jaune prend de l'ampleur dans mon cerveau, quand je suis en rencontre de travail, certainement, moi, ce que je regarde, c'est « OK, est-ce que Jonathan, il sourit? Est-ce qu'il a de l'air bien? » Moi, mon focus, il est personne. Est-ce que Marie, OK, bien, prendriez-vous un petit café? Okay? Je veux bonifier l'expérience. C'est important pour moi. Quand je fais ça, la personne qui a le plus de rouge en même temps que moi, elle dit « Hey, Marie-Lie, pas le temps, là. Regarde, tu avais juste arrivé 15 minutes avant, là, on est là pour travailler. » Fait que voyez-vous à quel point déjà, avec juste 2 couleurs, on peut avoir beaucoup de plaisir sur comment on va engager une transformation numérique ultérieurement. Axe vert en haut de 80 %, on a des personnes qui aiment la stabilité. Pour nous, stabilité n'équivaut pas à routine. Ça ne veut pas dire que je veux faire la même chose tout le temps, de la même façon. Mais de la stabilité, on est vraiment dans un concept d'harmonie. Moi, j'aime travailler dans un milieu harmonieux dans lequel on sait où on s'en va. À l'opposé, là, sur l'axe vert, ce sont des personnes qui carburent à se retourner sur un dessous. OK. On est tous capables de se retourner sur un dessous. La seule différence, c'est qu'il y en a que ça ouvre le cerveau puis il y en a que ça le ferme. Donc, si vous avez beaucoup de vert puis que je vous demande sans arrêt de vous retourner sur un dizaine, c'est là où je vous demande une adaptation qui est hors norme. Fait que, tu sais, un peu à la question tantôt que tu avais, Jonathan, est-ce qu'on devrait s'adapter? Là, je ne peux pas demander à quelqu'un qui a du vert de se retourner en sens de l'urgence tout le temps dans une journée. Je suis vraiment en train de le dénaturer. Une image là, pour les gens qui ont beaucoup de verre dans leur cerveau, là, quand ils commencent à travailler le matin, je me prends un café, un thé, j'ai ma liste de to-do. Là, je commence à travailler, je sais où je m'en vais. J'ai une image de bien-être dans mon cerveau parce que je suis, entre guillemets, en contrôle. Je connais ce qu'on s'attend de moi pour ma journée de travail. Et ce, jusqu'à temps que quelqu'un qui a beaucoup de rouge ou beaucoup de bleu débarque. Oui, c'est ça. Et c'est là où le fun commence, comme on dit. Vert, on est vraiment dans un focus, harmonie, collaboration, travail d'équipe. On est vraiment dans des cerveaux qui focusent sur les personnes, davantage dans le soutien, sans faire référence à un niveau d'emploi. Axe bleu. Axe bleu, on a un cerveau en haut de 80 qui carbure à 2 mots. Risque-erreur. 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 Donc, quand je m'assois en réunion, on a un projet sur la table. La seule chose qui me passe en tête, c'est quoi les risques, c'est quoi les erreurs possibles. Donc, souvent, ça va amener un style de communication dans lequel, justement, je vais être vraiment en questionnement. Je veux m'assurer, est-ce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire? Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses à considérer? Mes pépites d'or sont de la communication, mais dans le sens information. J'ai jamais assez d'informations pour quelqu'un qui a beaucoup de bleu. OK. Je peux me noyer, entre guillemets, dans les informations au sens où j'en ai jamais assez. Je travaille avec des chercheurs qui ont beaucoup de bleu, okay, qui sont à 96 bleus, un groupe de chercheurs depuis 2017. Et un jour, ils m'ont mentionné, « Marie-Lie, est-ce que tu sais pourquoi on fait de la recherche? » Je suis comme, j'aimerais l'entendre de votre part. Là. Je voudrais pas répondre. Ils me disent, ben parce qu'on n'aime pas trouver. Je suis comme, OK. Moi, rouge, là, je suis 100% rouge, moi. Trouver, c'est vraiment important. Okay? Trouver, c'est, OK, check, c'est fait. Dans leur cerveau, trouver n'est qu'une occasion de poursuivre les recherches. Ah, tu vois, je pense que c'est pour ça que moi, niveau recherche, j'ai pas apprécié mon expérience parce que je dois être plus du rouge que du bleu parce qu'à un moment donné, je suis comme, mais ça suffit, là. J'en ai trouvé une réponse qui me satisfait. Là.
C'est sûr que tu as beaucoup de rouge, Marie. J'ai jamais fait le test, mais tous les gens qui ont une connaissance sur le test m'ont toujours dit que j'avais du rouge. Fait que C'est je me certain. dis que Juste tantôt, avancer, c'est important là, pour toi. Puis, tu sais, ça fait pas en sorte que... Puis là, sincèrement, j'ai un grand respect pour les chercheurs que je Ben oui, côtoie. moi aussi. Puis je comprends que vous souhaitez trouver. Là. Je comprends s'il y a des chercheurs qui nous écoutent. Mais dans le cerveau, le plaisir, quand je dis que le cerveau s'ouvre, c'est beaucoup plus de chercher que de trouver. C'est juste ça que je veux mentionner, la Tu distinction. dois avoir du bleu. Ouais. Parce que toi, tu es plus chercheur que moi. Ouf! Puis c'est vraiment, tu sais, le plaisir est de chercher. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Des fois, en formation, je vais donner un petit exercice. Là. Je dis, OK, prenez vos cellulaires, trouvez-moi le mets typique. Puis là, je nomme un pays. Okay? Ça prend 2 secondes. Là. Les rouges sont comme, c'est ça! OK, parfait, c'est check. Parle-moi en plus, ça ne m'intéresse plus. À la pause, les bleus, ils viennent, puis tu sais, là, telle personne a dit ça, mais c'est pas vraiment parce que moi, je suis allée regarder. Bien, oui, sa réponse est bonne, mais dans le fond, quand on regarde avant telle date, il y a ça. Okay, donc, on est beaucoup plus dans le détail. Oui. Puis, à ta question, Marie, tous les profils peuvent travailler ensemble. Ouais. Toutes les façons de voir les choses peuvent travailler ensemble. Mais c'est là l'intérêt de bien se comprendre et non pas de donner des intentions ou donner des insinuations aux autres. Parce que, entre autres, entre les rouges et les bleus, il y a vraiment des jugements faciles qui peuvent se faire entre les collègues en disant « il est bien fatigant, là, sérieux, décroche. » Et Sois un peu plus vice-versa, là. optimiste, arrête de me dire tous les risques. Embarque dans le bateau. Là, Exactement. Mais quand on dit ça, puis je vais reprendre ton exemple qui est excellent. Tu sais, quand on dit, bien là, voyons, regarde, prends-toi, là, puis là, on avance. En fait, là, je suis en train de fermer son cerveau. Oui. Fait que là, sincèrement, c'est incroyable à quel point on ferme le cerveau des autres sans le vouloir. Mais quand on dit à l'autre, là, regarde, tu sais, oublie ça, là, quand on passe par-dessus, il ne peut pas y faire grand-chose. Donc, il faut trouver la façon d'ouvrir le cerveau. Je reviendrai juste sur mes exemples pour reconnaître avec les courriels. Okay? Ouais. Là, j'étais dans le rouge, là, tantôt, j'ai donné l'exemple. On va avoir vraiment un courriel point de forme, peu de mots. Vraiment, habituellement, il y a des puces là, dans le libellé. Salutations très, très sommaires. Juste pour dire que c'est poli. Là, exactement. On est droit au but. Jaune très élevé, comment on peut les reconnaître? Okay? On les reconnaît parce qu'il y a des adjectifs qualificatifs habituellement vraiment en bonne quantité dans le courriel. Fait que quand c'est un courriel professionnel, c'est « Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de... excellente journée, plus meilleure excellente journée. » Là, c'est une blague, là, ça se dit pas, mais on est vraiment dans un ton hyper optimiste. Habituellement, il y a au moins minimalement un point d'exclamation dans un courriel. Okay? Puis quand la relation se développe, là, on en a plusieurs. Je peux avoir des emojis et habituellement, c'est une discussion qui va tomber rapidement dans le texto avec des gifs, etc. Là. La relation va se développer habituellement rapidement pour la personne qui a plus de jaune dans son cerveau. OK. Vert très élevé, le courriel ressemble à une dissertation. Donc, on est vraiment dans « je mets des éléments en contexte ». Donc, j'ai des paragraphes, je vais te donner des sujets et c'est là où, regarde, voici les possibilités. Ce sont des cerveaux qui aiment et qui sont vraiment excellents à réfléchir, à mettre des choses en perspective. Avec un rouge de moi-même, des fois, je lis le courriel, je suis comme, OK, mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? C'est quoi j'étais supposée de prendre de cette information-là? Okay. Fait que là, c'est là où je veux juste donner, c'est excellent, là. Les 4 façons d'écrire des courriels sont excellentes, mais quand on fait un mix de couleurs, c'est là, des fois, on ne se comprend pas. Mm-hmm. Et bleu très élevé peut ressembler au rouge, en fait, dans la notion où c'est un style très direct. Somme toute, il va y avoir beaucoup plus d'informations, des documents en référence. Je vais avoir des données en appui également. OK. Fait que, juste un courriel, OK, à qui j'ai affaire? C'est bon quand même. C'est facile parce qu'on échange des courriels avec nos collègues tous les jours. Puis tu sais aussi, tu as utilisé Teams, c'est vrai, là, tu peux percevoir aussi comment ils vont répondre à ton direct ou pas. Puis tu l'as dit tantôt, es-tu fâché? Puis je suis comme, mon Dieu, pourquoi je mettrais comme 14 adjectifs pour te demander, peux-tu m'envoyer la facture X? Tu sais, ça fait comme pas de sens, mais c'est fou quand même. Que... Bien, on peut donner un exercice aux auditeurs. En fait, là, sans même vous attarder au contenu, okay? Regardez votre boîte courriel tout à l'heure, puis juste de voir, puis
c'est pas un mouvement pour de vrai là, qu'on peut ressentir, mais quand on comprend le concept, c'est presque on peut ressentir, est-ce que mon cerveau, il s'ouvre versus il se ferme? Entre autres, les gens qui ont beaucoup de bleu dans leur cerveau, lorsqu'ils voient des points d'exclamation en trop grande quantité, ça les agresse. Okay? Ils sont comme « Oh, j'ai plus le goût de répondre. Oh mon Dieu, elle est bien intense. » Okay? Oui. Donc, c'est là où on est capable juste de comprendre les concepts. Je fais juste voir, moi, ce que j'appelle le contenant là, de la communication. Je ne me suis pas attardée au contenu. Mais si le contenant ferme mon cerveau, on n'est pas avancé là, dans notre projet de transformation numérique. Fait que c'est ça l'idée. Ce sont des réflexes cérébraux, les comportements. Je vois un courriel, est-ce que ça me tente ou pas de l'ouvrir? Petite anecdote, on a une cliente un jour qui m'a écrit, qui n'était pas une cliente à ce moment-là, provient d'une autre région, m'écrit « Salut Marie-Lie, point d'exclamation. J'ai entendu parler de ton entreprise, etc., etc. » Bon. Donc, moi, je transfère le courriel à la personne dans l'équipe là, qui devait y répondre. Et la personne dans mon équipe me dit « Ah, c'est ton ami. » Tu sais, je dis « Je n'ai aucune idée de qui est cette personne. » C'est bon. Aucune. Bref, finalement, on répond, puis c'est quelqu'un de nouveau dans l'équipe qui répond. Et on a tellement blagué là-dessus par la suite. Et la personne répond en disant « Bonjour, Madame une telle, Marie-Lie m'a transmis votre courriel. Faites ensuite à votre demande. Voici une proposition appuyée sur les hypothèses suivantes. » OK? Tac, 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 tac. Selon vous, qu'est-ce que la cliente a fait? Elle n'a pas répondu. Je sais pas. En bonne partie, c'est une partie de la réponse. Avez-vous une idée de ce qu'elle peut avoir fait? OK, merci, laissez faire. Ben, elle s'est fermée. Elle m'a rappelé. Toi. Ah, OK. Elle n'a pas aimé la communication de l'autre. Effectivement. Puis je l'adore, cet exemple-là, parce qu'en entreprise, c'est ce qui se passe. Oui. Si moi, j'aime pas la communication de Jonathan, là, tu vas appeler l'autre. Moi, je vais le bypasser puis je vais aller voir l'autre. Et c'est là où on a des enjeux. Tu sais, quand on dit tout le temps « Ah, c'est la communication », bien oui. Mais pourquoi? Parce qu'on ne se comprend pas. Donc, en fait, on n'a pas réussi par la réponse qu'on lui avait transmise à ouvrir son cerveau. Donc, elle s'est retournée vers une autre personne pour qui, hey, tu sais, je le sais qu'elle va, elle, m'ouvrir le cerveau. Fait que, est-ce que la réponse était bonne qu'on lui a transmise? Elle était excellente. Elle n'était juste pas adaptée. Fait que c'est vraiment la façon, puis je le donne parce que c'est ce qu'on vit en organisation, à quel point, si ça ne fait pas mon affaire, si tu ne communiques pas avec moi dans mon canal, j'ai pas vraiment le goût de travailler avec toi, même si c'est ça que je dis. Ah oui, on va travailler en équipe. Mais si mon cerveau se ferme à chaque fois, c'est sûr que mon cerveau, dans le GPS, si l'adresse, ça ne fait pas mon affaire, je vais faire comme recalcule, c'est assez, j'ai assez travaillé. Et là, je m'en vais voir une autre personne avec qui ça va être plus agréable. Là, je ne sais pas si je peux lancer une autre question parce qu'on va faire une pause, mais moi, j'en ai une. Oui. Tout de suite, en partant, je la garde. Puis, en retour, Jonathan va poser sa question. Puis après ça, on va ouvrir toute cette information-là avec les profils, les différents niveaux étudiés, comment peuvent aider une entreprise dans leur transformation numérique. Donc, on vous revient. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent et vous souhaite une bonne écoute. Donc, on revient et là, j'avais une question que j'ai retenue, le genre de la poser. Là, on parle de qui ou, tu sais, c'est quoi les profils des individus, mais je vais donner peut-être l'exemple avec moi-même. Moi, je réalise je le réalise pas là, j'en avais déjà conscience, mais je m'entoure, je ne suis pas une personne rouge. J'ai pas ce profil, j'ai un peu de ce profil-là, mais pas tant, mais je m'entoure énormément de gens qui ont cette personnalité-là. Fait qu'est-ce qui va faire qu'on va s'entourer avec un certain type de personnes? Pourquoi? Moi, je suis curieux de savoir pourquoi j'ai plein de rouges autour de moi, alors que moi, je ne le suis pas. Mais deux facettes ou deux volets à ma réponse. Bon, tu sais, quand on a souvent l'expression les contraires s'attirent, oui, okay, oui en partie, parce que oui, somme toute, le cerveau a envie de se faire compléter, là, on va dire ça comme ça. Mais lorsque ça fonctionne, donc, entre guillemets, des contraires qui travaillent ensemble, des contraires qui sortent ensemble, lorsque ça fonctionne, il y a un élément qui, je vous dirais, à l'unanimité, c'est qu'on a les mêmes valeurs. OK. Donc, tu sais, dans un couple, moi, j'adore donner cet exemple, dans un couple, entre autres, on peut avoir des comportements d'achat, OK, différents.
Il y en a qui vont faire un fichier Excel pour changer de voiture, puis il y en a un autre qui va aller choisir une voiture la journée même. Okay? Ce qui fait en sorte qu'un couple va durer, même malgré des comportements d'achat, par exemple, différents. Parce que comportement d'achat, habituellement, c'est là où... Ça fait une friction. J'ai une belle anecdote. Donc, mais c'est là où, mais quand on a des valeurs similaires, bien, en fait, quand on est dans les comportements, on est dans la tête. Là. Donc, je peux dire, oh mon Dieu, tu sais, mon chum, ma blonde, elle me tape ses nerfs. Mais quand je suis dans le cœur, donc dans les valeurs, mais je le sais que ça ne va pas venir me chercher personnellement, ça ne vient pas toucher mes cordes sensibles. Dans le fond, on s'en va à la même place. On a pris des chemins de comportement différents. Fait que ça, c'est vraiment les deux volets. Fait que oui, on peut s'entourer. Puis, tu sais, souvent, moi, je suis entourée de verre au bureau. Donc, je suis comme un peu dans la même situation que toi. Mais on se complète tellement. Tu sais, quand on ressent l'apport de chacun dans l'équipe, il y a vraiment quelque chose qui nous amène à bien travailler, puis, entre guillemets, à être motivé. Mais certainement que c'est appuyé sur des valeurs similaires. Okay. Parce que des gens qui sont différents, mais qui ont des valeurs aussi différentes, c'est impossible, entre guillemets, que ça fonctionne. Je le comprends très bien, mais j'ai comme 2 exemples. Puis je pense que le deuxième va permettre peut-être de faire un pont vers les autres sujets qu'on veut discuter. Le premier, tu parlais d'un exemple de course, là, puis d'achat de voiture. Avec une relation, on a acheté une voiture en commun éventuellement, puis c'est elle qui est allée au concessionnaire. Puis là, elle a dit « Ah, c'est fini, c'est signé. » Là, je fais comme « OK. Quel prix t'a coûté? C'est quoi le taux d'intérêt? » Je ne sais pas. Ben voyons donc. Tu viens de signer pour une voiture. Tu ne sais pas c'est quoi le prix puis le taux d'intérêt. Puis tu sais, moi, j'étais comme... C'était blessant, à la limite, pour moi, à ce moment-là. J'étais comme choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est un exemple flagrant. Puis l'autre chose, je pense que quand tu parlais des valeurs, de la vision, je pense que ça nous ramène à, quand on a fait la création du gym numérique, une des premières choses qu'on a faites, c'est où on veut s'en aller avec ça. Puis c'est quoi qui nous motive, puis c'est quoi qui nous intéresse à le faire. Puis on a réalisé, je pense que moi et Marie, on est des personnalités quand même, oui, complémentaires, mais très différentes. On a réalisé vraiment qu'on avait le même objectif, on avait la même intention de communication, même si on a des profils différents, on a un background professionnel différent. Puis on parlait de faciliter les décisions. Entre nous deux, les décisions, souvent, c'est hyper facile. On s'en va dans le même sens. Fait que là, souvent, c'est très, très aisé. Puis souvent, on se dit, ben c'est pas, on s'obstine pas. Je veux dire, niveau du projet, c'est tout le temps fluide. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait la différence. C'est qu'on a la même motivation, on a le même intérêt. Puis c'est là, c'est vers là qu'on s'en va. Fait on se rejoint. On se rejoint, là, carrément. Là. On lance sur la dernière section du podcast avec une ouverture vers la transformation numérique. Bien sûr, il fallait faire une mention de tout ça. Premièrement, je voulais commencer avec, pour toi, la transformation numérique, c'est quoi? Puis comment tu le définirais? J'adore la question. Mais je vais répondre presque de manière éditoriale. Dans un premier temps, j'aurais le goût de me permettre. On aime ça, les éditoriaux. Oh mon Dieu, qu'on a besoin. Oui. Puis oh mon Dieu, qu'on est loin. OK, ouais. Bon, oui. Là, ceci étant, c'est pas un jugement ou c'est pas une évaluation, là. Puis je vais inclure coefficient RH quand même là-dedans. Mais tu sais, on a parlé dès le départ, tu sais, en lien avec la transformation numérique, il y a des, tu sais, puis en lien avec l'humain, il y a quand même encore des peurs. Puis on le ressent à quel point il y a des peurs, entre guillemets, par rapport à la transformation numérique. Juste le mot, je pense que c'est pour ça que je vais répondre, là, mais comment on peut optimiser nos pratiques, comment on peut travailler, je veux dire, en complémentarité, justement, avec des outils numériques pour faciliter notre travail puis nous amener ailleurs. Ailleurs en 2024-2025, je vous dirais que on le constate là, chez nos clients, on n'est pas toujours là, on est ancré dans nos façons de faire, on est ancré dans les opérations. Ouais. Quand je dis peur, là, c'est pas juste une réticence de je veux pas y aller, mais j'ai pas le temps d'y aller, je prends pas le temps d'y aller. C'est ce qu'on vit chez nos clients. Souvent, quand nous, on arrive vraiment dans le volet relations humaines, dans un projet de transformation numérique, puis
des fois, on assiste à des rencontres puis on se dit, mais pourquoi ils le font finalement? Ils n'ont pas de l'air vraiment là. Mais ils le font parce qu'il faut le faire, mais c'est pas ancré. Fait que ça, c'est vraiment ce volet-là où, nous, après ça, OK, il faut travailler de ça. Mais ce que Jonathan vient de mentionner, vous vous estimez moins, en tout cas, ou pas, parce que vos orientations sont claires. Oui. Bien, pour un projet de transformation numérique, je pense qu'il faut se questionner le pourquoi on veut le faire. Quand je parle d'optimisation, travailler en complémentarité avec des outils technologiques, des façons de faire qui vont optimiser justement nos opérations, bien là, on dirait qu'ils le font parce qu'il faut le faire, mais c'est vraiment pas relié à des besoins très, très, très nichés. Puis quand Coefficient RH est appelé à venir travailler avec une entreprise sur leur projet de transformation numérique ou leur planification de transformation numérique, comment les ressources humaines, ou comme tu préfères le mentionner, les relations humaines viennent jouer un rôle important dans la transformation numérique? Bien, je vais répondre de manière générale, puis je vais donner des exemples concrets. On amène vraiment la vision humaine, donc comment fonctionnent les gens pour que le projet, de un, puisse arriver à une fin, afin qu'on soit, moi j'aime l'expression en anglaise, all-in. Mm-hmm. Donc, on n'a pas perdu de monde, entre guillemets, puis ça, je ne parle pas de départ en emploi, là, mais on n'a pas perdu de monde dans le sens que leur travail a versus le sens du projet de transformation numérique. Okay. Un exemple concret, quand on fait un projet, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper, en fait, une culture comportementale et motivationnelle pour l'organisation et ensuite pour les équipes. Okay? Donc, quand on parle de culture, là, j'aime donner l'image. Souvent, on va parler de culture en lien avec les valeurs, puis on dit, bien, on les a mis sur notre site web, sur les murs dans l'organisation. Ça, c'est une chose. Ce qu'on souhaite, c'est que les valeurs reflètent le réel et non pas ce qu'on veut être, mais ce qu'on est. Parce que pour moi, la culture, là, c'est quand j'arrive dans une organisation, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens. Okay? Puis quand on a un nouvel employé, moi, j'adore lui demander après une semaine, selon toi, c'est quoi la culture? Mm-hmm. Puis souvent, la réponse, bien là, je ne peux pas vraiment le dire. Ça ne fait pas si longtemps. Non, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Okay? Donc, est-ce qu'on est dans une culture de on est dans le stress, on est dans le sens de l'urgence? Nomme-moi ce que tu vois là, depuis une semaine. Donc, la culture, c'est ce qu'on est. Donc, qu'est-ce qu'on est dans... On fait, oui, un mapping de tout le monde, donc la culture de grande équipe et de sous-équipe. Parce que les sous-équipes, les départements, les équipes vont travailler ensemble. Mm-hmm. Quand on n'a pas les mêmes cultures ou sous-cultures, c'est là où on a du plaisir. Donc, entre autres, dans un projet où on avait un client qui avait à changer un logiciel très important dans son organisation. Et c'est une organisation qui avait beaucoup de cerveaux avec une majorité là, de vert et de bleu. Donc, okay. Je cherche la stabilité et je cherche l'excellence. Okay? Ça, c'est les deux focus. Dans le projet de transformation numérique, en fait, là, ils nous ont présenté leur calendrier de déploiement au départ. Puis, rapidement, là, on en arrivait à donner une formation aux employés sur le nouveau logiciel. Ouais. Et là, entre autres, on a mappé et là, on a constaté les dominances. Là, je les généralise au fin du podcast, là, mais on va quand même dans le détail. Donc, nous, ce qu'on a proposé, okay, avant d'arriver à une formation égale, tu me le mets pas mal dans la gorge. On comprend, tu sais, là, je suis comme... Bon. Et ce sont des cerveaux qui ont besoin de, comprendre et de critiquer. Donc là, on a ajouté une étape dans le déploiement, dans le calendrier, en disant, vous allez faire une présentation du logiciel et on va faire une séance, okay, où on veut approfondir la compréhension et l'aspect critique de la chose. Et on dit, ben non, on ne peut pas faire ça. Là. Nous, on l'a signé, le contrat. Là, on a décidé, on y va avec le logiciel. Mais oui, mais si tu veux qu'il soit all-in, il faut qu'il y ait cette possibilité-là de faire un 360 autour du logiciel puis de voir, ça va être quoi les plus, ça va être quoi les désavantages. On va vivre avec. Mais ils ont besoin d'échanger là-dessus pour ensuite être avec le cerveau ouvert à la formation. Okay. Les dirigeants ont eu énormément peur à cette activité-là. C'est sûr, leur décision était prise. Eux autres, ils ne voulaient pas reculer physiquement. Et c'est ici où je vais vous donner un exemple concret, parce qu'on parle de transformation numérique. Pour nous, on l'associe assurément à la gestion du changement.
Et Oui. c'est là Nous l'importance aussi. de l'humain. Définitivement. Fait que, tu sais, j'aurais pu même nommer transformation numérique égale gestion du changement. Mais je vais donner un exemple très concret. OK? Je l'adore, cet exemple-là. Puis je ne vais pas nommer la personne avec qui j'ai testé la chose, mais bon, elle m'en veut encore. Mais c'était éthique parce que c'est dans ma famille. Donc, à un moment donné, en décembre dernier, j'ai eu une idée. Je dis, je vais faire un test. Tu sais, c'est dans mon profil. Donc, je dis à mon chum, pour ne pas le nommer, je dis, « Hey, mon amour, j'ai une super belle surprise pour toi. Tu vas capoter, là. Je te dis, tu vas capoter. C'est malade, là. » OK, clairement, il y a le profil opposé à moi-même. Là. Donc, et là, je dis, « Dans 2 jours, on part au Mexique. » Et là, il me regarde, il est comme, « Hein? » Et là, la première chose qui sort, OK, c'est exactement comme mon collègue Mathieu. « Mais voyons donc, Marie-Lie. OK, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Le travail, les enfants, le ci, le ça, de quoi? T'as payé ça comment? OK, il part là. Et là, je l'écoute. Puis là, je dis, bien, est-ce que ça tente d'y aller? Il dit, ben oui. Et cet exemple-là est fabuleux. Même quand c'est une bonne nouvelle, on va s'attendre à des questions et des critiques. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que ça ne l'intéresse pas. OK? Donc, repenser à cet exemple-là. Aller au Mexique, de manière générale, là, ça peut être une bonne nouvelle au mois de décembre. Mais certainement, moi, j'ai exagéré la façon dont, tu sais, je voulais juste exagérer nos styles de comportement là, par la mise en scène que j'ai fait. Mais l'idée, c'est même quand c'est une bonne nouvelle, ils vont critiquer, puis ça peut leur tenter. Ouais. Donc, si je présente, entre autres, le nouveau logiciel, bien, clairement, je vais m'attendre à... Il va poser 10 000 questions. Mais tantôt, là, j'ai aimé ça, Jonathan, quand tu disais, bien, on apprend aux jeunes à nommer leurs émotions, leurs sentiments. Mais là, dans le fond, quand on présente une formation sur un nouveau logiciel puis qu'on n'a pas donné la chance de poser des questions sur le logiciel, c'est comme si on leur dit, bien, écoute pas ce que tu penses, là. Nous, on a décidé qu'on allait travailler avec cet outil-là, donc voici maintenant. Ouais. Mais le bout qui manque, là, c'est que ça va, justement, c'est comme les émotions, quand on ne les nomme pas puis on n'a pas conscience, ça altère notre performance cognitive. Bien, ça altère leur performance cognitive quand on ne leur donne pas la chance de dire on va faire un 360 sur le logiciel, on a pris la décision pour telle raison. On n'est pas obligé de donner toutes les raisons, mais dire OK, on fait une séance de brainstorm, là, critiquer, poser des questions, au moins on va savoir dans quoi on s'embarque. Oui. Je vous le garantis, là, ils vont faire comme oh mon Dieu, c'est donc ben wow, on est considéré, on est écouté. Mm-hmm. Et là, ensuite, on va être capable d'être vraiment le cerveau ouvert à la formation. Puis même anticiper quand on va être dans notre phase de déploiement puis de la mise en application. OK, là, on le comprend tellement bien. Voici ce qui pourrait arriver, voici ce qui pourrait arriver. Puis là, on a travaillé avec nos équipes. Fait que c'est un exemple de comment on va utiliser justement des façons de travailler en complémentarité. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me permettre de le répéter. On a tous le défaut de nos qualités. Ouais. Mais à la base, ce sont des qualités. Poussés à l'extrême peuvent en devenir des défauts. Et c'est là où il faut aller travailler en complémentarité. Fait on va mapper et là, ensuite, on dit, avec le calendrier de déploiement, comment on pourrait le faire. Mais il y a vraiment des profils, entre autres, les verts et les bleus ont besoin d'avoir un bout où on nomme les irritants, on nomme les façons. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Mm-hmm. Puis habituellement, des fois, dans des profils types, là, on a quand même des dirigeants qui ont des cerveaux rouges et jaunes, qui sont très optimistes puis qui trouvent ça très éteignoir, tenir ces séances-là. Mais le but, c'est d'ouvrir leur cerveau. Et ils ont besoin de passer par cette étape-là pour ensuite embarquer dans le projet puis de partir au Mexique. Tu viens de mentionner quelque chose, puis ça m'a comme popé dans la tête. Tu as dit que souvent, les personnes en position de leadership sont rouges ou jaunes. Est-ce que tu dirais que c'est des bons profils pour encourager la transformation numérique ou est-ce que les autres profils qui sont plus analytiques pourraient être des bons profils? Je sais, il n'y a pas de mauvais profil, on l'a déjà mentionné, mais on le sait quand même que les rouges sont plus souvent en position de leadership par leur action, par leur désir de résultat. Mais est-ce que eux, c'est des bons porteurs de changement? Puis je vais répondre à ta question. Je reviens sur l'aspect, sincèrement, oui, on remarque qu'il y a beaucoup de monde avec un peu plus de rouge qui sont en situation de leadership. Somme toute, tous les profils peuvent être en situation de leadership. Ce que ça va nécessiter, somme toute, c'est qu'ils développent leur intelligence émotionnelle davantage. OK. Okay? Fait que, mais rouge très élevé n'égale pas un bon gestionnaire ou un dirigeant.
C'est pas ça que je dis. Mais effectivement, tu l'as bien cerné. C'est le côté, l'importance d'avancement et d'objectifs va les amener habituellement, plus souvent dans des positions comme ça, je vais dire de façon plus naturelle. Ceci étant, des cerveaux rouges sont des cerveaux qu'on appelle sans limite. Donc, le sans limite, là, c'est vraiment, tu sais, tout est possible et ils ont un intérêt, je vais dire, naturel à la transformation numérique parce que ça nous fait avancer. Fait que, tu sais, dans le cerveau, naturellement, ça s'ouvre. Somme toute, on va remarquer, entre autres, les cerveaux bleus qui ont aussi un côté très factuel, vont aussi avoir un grand intérêt envers la transformation numérique, mais seront plus dans le détail. Fait que, tu sais, ce sont des profils complémentaires, mais ce sont habituellement là, les deux profils qui vont nous interpeller davantage pour une transformation numérique. OK. Puis, dans les profils qu'on a ciblés plus tôt, on a parlé beaucoup qu'il fallait mobiliser les gens, puis que si tu réussis à les faire embarquer dans le même bateau que toi parce que tu avais pris le temps d'identifier laquelle direction, puis que tout le monde comprenait la direction à prendre, comment on fait pour mobiliser des gens qui sont peut-être plus réticents à embarquer dans le bateau? Je sais que tu l'as mentionné, c'est comme acquis. Si on prend le temps d'analyser comment chacun réfléchit, on risque de réussir à trouver le point milieu puis avancer tous dans la même direction. Mais comment un gestionnaire qui, lui, est 100% all-in dans le projet fait pour mobiliser ou convaincre que son équipe que c'est une bonne direction à prendre, la transformation numérique? Oui. Puis je vais répondre et je reviens sur ton mot réticent, entre guillemets, là, OK? Ouais. Lorsqu'on s'adresse à des personnes qu'on pourrait dire les plus réticentes au changement ou à la transformation ou à un projet, la plupart du temps, ils sont insultés qu'on les perçoive de manière réticente. Okay? Ils vont nous dire hey, « moi, je ne suis pas réticent. Là. La seule chose que je veux, là, on peut-tu avoir un plan de match puis que ce soit clair? Okay? » Donc, mais je vous le dis, ils sont insultés si ils sentent qu'on les perçoive. Et en fait, il n'y a pas de concept de réticence au changement. Tu sais, nous, on a une formation, on l'appelle « La réticence au changement n'existe pas. Okay. » Écoute, les gestionnaires viennent voir « Est-ce que tu n'es pas venu voir mon équipe? » là? Bon, etc. Pour répondre à ta question, je vais donner un exemple, mais tellement simpliste, là, j'en conviens, mais il est excellent. On parlait d'achat important, puis Jonathan, tu as mis le doigt dessus. Acheter une voiture, OK? Selon les profils, on est capable d'anticiper certains comportements. Mm-hmm. Les rouges, là, ils veulent une voiture immédiatement performante. C'est quoi la couleur que tu as disponible? Moi, je veux partir avec le plus tôt possible. Je n'attendrai pas 2 mois. Là. Tu sais, c'est pas possible. Les jaunes veulent vivre une expérience. Okay? Donc, tu sais, sers-moi un café, présente-moi une voiture, puis parle-moi à quel point je vais avoir des belles vacances quand je vais partir avec ma famille. Ça me fait rêver. Les verts très élevés vont chercher une stabilité, donc la durabilité. Ils vont regarder, mais ils vont aussi être dans le volet vraiment harmonieux. Est-ce que ça va être confortable? Est-ce que je vais être bien? Là, et c'est là où je pourrais davantage, mais je vais avoir quand même un processus d'achat plus long. Les bleus très élevés. Okay? Les bleus très élevés, lorsqu'ils se présentent dans un concessionnaire d'auto, par exemple, vont avoir regardé les vidéos YouTube puis le guide de l'auto au complet. Là. Mm-hmm. Et là, j'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce qu'un bleu très élevé va acheter une voiture à sa première visite au concessionnaire? Impossible. Jonathan? Mais je dirais ça dépend. Puis là, je vais parler de mon côté bleu. Le bleu, au moment où il va mettre le pied dans le concessionnaire, sa décision est peut-être déjà prise. C'est ça dépend de ce qu'il a fait au préalable, je pense. Effectivement. Mais très souvent, par principe, il ne signera pas la première fois. Okay? Mais tu sais, oui, là, il a fait une recherche. Okay? Pourquoi je parle d'achat de voiture? Okay? Vous répondez d'une manière naturelle. Là. Vous n'avez pas étudié en psychologie. Okay? C'est facile pour vous de répondre. Mm-hmm. On va ramener le parallèle à une transformation numérique et comment on peut mobiliser nos gens. Et c'est là où, peu importe la couleur des dirigeants, très souvent on va faire, et là on va présenter le projet et on s'attend à ce qu'ils embarquent. Oui. Mais le bleu, il a besoin d'étapes préalables avant de signer. Mm. Donc, la mobilisation, elle passe énormément par le fait, est-ce que mon cerveau il est prêt? Mais on est capable de dire rapidement que quelqu'un qui, entre autres, beaucoup de bleu, ne va pas signer
une entente pour acheter une voiture sans savoir le prix, le pourcentage d'intérêt, etc. Fait que si vous me faites une présentation devant tout le monde, alors dans l'entreprise XYZ, on va faire une transformation numérique. Voici, j'expose les points. Parfait. Alors, ça va commencer la semaine prochaine. Il y a un comité de travail qui va être mis sur pied. Et moi, j'ai l'impression de tout est canné, là. Puis là, attends un peu, là. Panique. Mais on le comprend pour dire, bien, ce serait très rare qu'un bleu très élevé achète la première visite au concessionnaire, mais ce serait très rare que des bleus élevés en entreprise embarquent dans le projet puis nomment qui sont sur le comité s'ils n'ont pas eu l'information ou d'autres informations préalables. Fait que dans la mobilisation, l'idée, c'est de nous ramener, tu sais, tantôt tu as dit un point d'équilibre, moi j'appelle ça, c'est quoi le sweet spot pour que tout le monde arrive à la même place en même temps. On n'a pas des rythmes identiques. Et c'est là où, en mappant un groupe, tu sais, je parle beaucoup de vert et bleu. Pourquoi? Très souvent, en fait, ce sont les groupes qui ont besoin de plus d'informations. OK. Fait que c'est pour ça que quand on ne l'a pas considéré, ça peut achoper rapidement là, un projet. Parce qu'ils ne le diront pas en rencontre, ils ne vont pas lever la main devant tout le monde en disant « Oui, excusez-moi, là, je pense que j'aurais besoin de plus d'informations », mais ils vont sortir et ils vont le dire entre collègues. Puis ils n'ont pas embarqué dans ton projet, fait qu'ils n'ont pas adhéré par ce manque d'informations. Et plus le projet va avancer, plus on va avoir, entre guillemets, la réticence entre collègues en disant « Hey, regarde, ça ne marchera pas leur affaire. Ben voyons donc. » OK? Fait que c'est ça la dimension humaine. Donc, comment les mobiliser selon un résultat de mapping de culture et sous-culture? Bien, on va mettre en place des mécanismes à travers le projet. Tu sais, il y a souvent un comité central, mais il peut y avoir des canaux de communication. On peut créer un Teams, poser vos questions en cours de projet, nommer tous les irritants dans le cadre du projet. On veut votre feedback. Fait qu'on va mettre en place des mécanismes qui répondent au profil des gens à l'interne pour ouvrir justement, puis faire en sorte qu'on ramène tout le monde à un niveau d'engagement et de mobilisation identique. C'est tellement intéressant. J'ai de la misère à penser qu'on est sur la fin du podcast. Oui, mais tu sais, il y a une chose que je trouve vraiment intéressante dans ce que tu viens d'amener, c'est souvent, on va mettre une connotation négative à la résistance au changement, mais ce que j'en déduis de ce que tu dis, c'est souvent un besoin d'être rassuré. C'est un besoin de se sentir impliqué, de se sentir informé. Fait que c'est pas en théorie, si cette étape-là est bien faite, ça ne sera pas une résistance au changement. À la limite, ça va devenir un plus-value. Parce qu'on va mieux préparer nos décisions. Parce que le bleu va arriver, puis il va anticiper les risques, il va anticiper les problématiques. Le vert, il va vouloir que ça se passe le plus doux possible. Puis je veux dire, on a intérêt à accepter cet élément-là au lieu de dire on ne veut pas de résistance au changement. Non, à la limite, c'est souhaitable d'avoir de la résistance au changement parce que on peut arriver après ça avec un changement qui est plus fort, qui est plus durable. Moi, je trouve ça formidable comme discours. Là. Moi, ça, là, j'adore ça. Je ne sais pas si je t'ai bien interprété, mais j'adore ça. Là. Tes mots sont tout à fait justes, mais c'est ça de travailler en équipe. Oui. Mais ramenons-nous à la base. Okay? Moi, je dis souvent dans des organisations où on va sentir des fossés là, qui se sont créés en certains profils. On revient à la base, puis là, je dis, bon, imaginons là, qu'on met tout le monde à pied dans une organisation. Okay? On met tout le monde à pied. Là. On regarde les emplois. Puis là, nous, ce qu'on souhaite en recrutement intelligent, c'est d'embaucher les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Oui. Donc, si j'ai un poste et je me dis, ça prend quelqu'un qui a beaucoup de vert, qui a beaucoup de bleu pour faire ce travail-là. Okay? Fait que, dans le fond, j'embauche la bonne personne. Mm-hmm. Fait que, très souvent, l'exemple que je donne, si on met tout le monde dehors, là, malheureusement pour vous, je vais vous recommander d'embaucher le même type de personne. Donc, aussi bien faire avec. On devrait normalement être cohérent avec le poste qu'on occupe. Fait que si dans mon emploi, ça nécessite un peu plus de jaune, un peu plus de vert, un peu plus de bleu, mettons, c'est mes 3 couleurs dominantes dans mon emploi,
Bien, c'est normal que je réagisse comme ça, finalement, quand on me propose un projet. Vous m'avez embauché pour ça. Oui. Puis c'est ça, des fois, le décalage en disant, ben oui, mais vous les embauchez pour qu'ils soient rigoureux, qu'ils analysent, qu'ils prennent des bonnes décisions, qu'ils ne soient pas tête en l'air. Donc, vous les embauchez pour ça. On va le considérer dans la transformation puis dans la gestion de projet. Là, ils sont comme, ah oui, OK, on ne l'avait pas vu comme ça. C'est ça l'idée. Dans le fond, on va respecter le pourquoi on les trouve si bons dans leur travail. Ouais. Mais c'est là où, c'est pour ça que je disais, bien, il y a le défaut de la qualité. Donc, si la qualité, c'est de travailler avec rigueur, suivre des processus, bien, normalement, quand je vais amener ma gestion de projet, bien, je vais considérer justement leur grande qualité qui est, bien, écoutez, là, je vais vous amener à vous retourner sur un scène. Je comprends que ce n'est pas confortable. Maintenant, comment on peut le rendre le plus confortable possible? Oui, exact. Oui. Puis tu veux un peu de tous les profils dans ton entreprise? Parce que tu ne veux pas une équipe de rouge qui va avancer à tête baissée puis ne se posera pas trop de questions. Tu en veux des bleus, tu en veux des jaunes, tu en veux des verts qui vont apporter une vision différente. Mais le fait de vouloir une combinaison va te demander beaucoup d'adaptation sur le point de départ pour que tout le monde soit, comme tu dis, all-in, tu sais. Là, on approche la fin du podcast, puis je veux prendre le temps de poser nos 2 questions habituelles. On vient de faire un petit bloc là, sur la transformation numérique. Toi, dans ton expérience, qu'est-ce que tu aimerais partager à une entreprise qui entame sa transformation numérique? T'sais, le premier élément, là, je vais parler quand même de leadership. Les leaders du projet ou de la transformation doivent se connaître. Okay? C'est un peu même plate comme phrase, là, mais l'idée étant vraiment, si vous souhaitez que ça se passe bien, connaissez-vous, c'est quoi vos cordes sensibles, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Donc, on est vraiment... Un leader, une connaissance personnelle. Oui, un leader doit s'inspirer soi-même avant de pouvoir inspirer les autres. Parfait. Donc, êtes-vous capable de vous gérer? Êtes-vous capable d'avoir une vision claire de qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez apporter au projet et de quoi vous avez besoin pour vous compléter? Fait que ça, c'est vraiment, évidemment, c'est dans mon travail au quotidien là, d'accompagner des leaders, mais c'est là où plusieurs projets de transformation numérique achoppent quand on n'est pas là. Deuxième élément, là, pour quand même donner une réponse en lien avec notre expertise puis la transformation numérique, assurément de considérer le volet humain, donc ce qui se passe dans la tête des gens. Ne pas insinuer, amener cette couche de glaçage-là là, dans votre quotidien au travail. C'est ce qui va faire en sorte, nous on dit tout le temps, bien, une équipe parfaite, il n'y en a pas, mais l'idée c'est justement de profiter de la complémentarité de chacun, puis se donner des barèmes dans quand est-ce qu'on va y aller puis qu'on n'a pas toute l'information versus quand est-ce qu'il ne faut pas y aller parce qu'on a besoin de plus d'informations. Oui. Ah, c'est un monde en soi. Écoute, je peux pas rien rajouter à ça. Je trouve ça, c'est du miel dans mes oreilles. Puis notre dernière question qu'on a pour toi aujourd'hui, c'est, puis là, habituellement, on échange, puis on vient parler de la transformation numérique un peu davantage, mais pour moi, ce podcast-là, il vaut de l'or parce que justement, on sort un peu de nous-mêmes, nos souliers. Oui. Puis comme tu l'as mentionné, le point principal d'un succès, ça va être comment tu as impliqué l'humain puis comment l'humain s'est engagé dans cette transformation-là. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué de notre conversation aujourd'hui qui mérite d'être réadressé là, en fin de podcast? Bien, j'aurais le goût de reprendre des mots de Jonathan tout à l'heure quand il a mentionné c'est un changement de mindset. Oui. Je l'entends toutes les semaines chez nous. Mon Dieu, je voyais vraiment pas ça comme ça. Puis je pense que ça a été éloquent là, ce matin à quel point aujourd'hui, là, vous me dites, attends un peu, là, dans le fond, c'est quand même des éléments que vous avez déjà vus, vous aviez des images en tête. On souhaite que les auditeurs en avaient des images en tête quand on parlait. Absolument, c'est ça. Mais on vient vraiment amener la compréhension. Puis à partir de là, ce changement de mindset-là, quand on parle de transformation numérique, bien, j'aurais le goût de parler de transformation de nos organisations en disant bien, comment on peut justement prendre les concepts sur lesquels on a échangé puis les imbriquer dans nos façons de faire. Je pense que c'est un élément, en tout cas, changement de mindset, voir les choses autrement en fonction des relations humaines. Je vous dirais que c'est ça qui va amener nos organisations ailleurs, puis je pense que ça a ressorti aujourd'hui. Oui, ça a sorti très, 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 très fort. Oui, bien, définitivement. Il nous reste juste à te dire un énorme merci pour ta présence. Après ça, on va commencer à faire du pouce de notre côté pour te réinviter pour une deuxième épisode parce qu'on a couvert
le top, là, vraiment la structure de base de comment on implique les relations humaines dans tout ça, mais il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait parler en lien avec la transformation numérique. Mais un grand merci pour ta présence aujourd'hui. C'était très apprécié et enrichissant, je trouve. Définitivement. Puis, on peut même le dire aux auditeurs ouvertement, là, c'est un des podcasts que peut-être que nous, en amont, on avait le moins préparé. Mais finalement, le fil conducteur qu'on a eu aujourd'hui, moi, je trouve ça formidable et exceptionnel. C'était vraiment... Puis, tu parlais on parle de transformation numérique, on parle d'être transformé. Définitivement, la conversation qu'on a eue aujourd'hui, je ressors avec un paquet de choses. Je ressors transformé. Juste avec la conversation, il y a plein de choses que je suis allé chercher ce matin. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller chercher toutes ces choses-là ou d'autres choses différentes de ce que nous, on a été chercher. Mais franchement, là, c'était vraiment très enrichissant comme conversation ce matin. Bien, c'est à nous à vous remercier au nom de Coefficient RH de nous permettre de pouvoir faire rayonner notre mission puis rendre ce savoir scientifique-là sur l'humain encore plus accessible. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Puis on vous dit merci aussi à vous à la maison qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager ce podcast-là aux gens à qui ça pourrait intéresser. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre podcast, Le Gym numérique. À bientôt.